podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Les entreprises wallonnes ont de l'ambition et elles conquièrent le monde. Je suis Olivier Mouton, journaliste à Trends Tendance. Je suis avec mon collègue Baptiste Lambert. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Alors l'air de rien, on vit une époque formidable. Souvent on parle de choses dures, de guerre et de crise. Mais on vit aussi une époque formidable dans ce contexte tumultueux parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Certains savent en profiter. Et en Wallonie, ces derniers temps, ça se ramasse un peu à la pelle. Ouais, effectivement. Les nouvelles s'enchaînent, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Ouais. Donc il y avait eu déjà la confirmation du rachat du groupe Arcus par John Cockerill, l'entreprise active dans le domaine de la défense et qui font des véhicules. Donc c'est le mariage des meilleurs des mondes. La semaine passée, on a appris qu'un autre fleuron de la défense, FN Browning, finalisait l'acquisition du français Sophisport. Alors là, c'est une diversification dans le domaine des armes de chasse notamment. C'est ça, il passe le chiffre d'affaires au-delà du milliard d'euros. Voilà, donc c'est pas rien. Il y en a un autre qui passe au-delà du milliard, c'est Sonaca, qui est un groupe aéronautique qui a clôturé la reprise de l'espagnol à Situri. Alors eux, ils se mettent ensemble pour travailler sur les composantes de l'avion du futur. Donc c'est une alliance belgo-espagnole qui voit loin. Et il y a eu d'autres choses, Carmeuse qui a repris un groupe chilien. Donc on voit que, alors tout n'est pas fait, on en parlera, mais c'est plutôt du sport dans la bonne direction, tout ça, non ? Oui, clairement. Après, moi, ça m'évoque plusieurs commentaires. Et d'abord, peut-être deux clichés qui sont contrecarrés. Le premier, c'est que l'industrie en Wallonie, c'est pas mort, c'est pas fini. Et quand tout le monde tire sur la même corde, oui, avec certains champions, effectivement, on parle que de certaines industries et on en parlera certains secteurs, mais on voit que l'industrie a toujours un avenir en Wallonie et donc de l'emploi. Et alors un deuxième cliché aussi, et là aussi ça va tordre certaines idées reçues, mais c'est que quand une entreprise est gérée, en tout cas dans l'actionnariat, puisque la Sonaca et la FN Herstal, c'est 100% public. Wallonie Entreprendre, en l'occurrence. Via aussi, l'outil d'investissement Wallonie Entreprendre, on peut faire des bonnes choses. Donc là, c'est clair que ça tord le bras à certaines idées. Et Wallonie Entreprendre, mais on en parlait, il y a une nouvelle stratégie qui a été mise en place sous la houlette quand même du nouveau gouvernement fédéral. Et ces acquisitions s'inscrivent parfaitement dans ces stratégies. Pourquoi ? Parce que elle veut se concentrer sur certains secteurs, sur certains fleurons, comme je le disais, sur certains géants, et ne plus s'éparpiller comme elle a pu le faire parfois par le passé en injectant quelques dizaines de millions dans plein de secteurs. Là, finalement, ici, on se retrouve vraiment dans une concentration entre guillemets industrielle et voilà, avec la concurrence internationale, même au-delà de l'Europe, il va falloir faire des choix. Et là, on peut le dire, la Wallonie est quand même bien positionnée, en tout cas sur la défense et l'aéronautique. Ce qui est dingue, c'est que quand tu réfléchis notamment aux deux fleurons dont on parle qui dépassent le milliard maintenant, la FN et la Sonaca, c'était quand même un peu des brebis galeuses. Alors certainement dans le cas de la FN, parce qu'il fut un temps où cette entreprise était conspuée, décriée, à la fois parce que c'était un peu le vieux coucou qui n'avait plus beaucoup de raison d'être à l'époque de ce qu'on appelait les dividendes de la paix, on n'a plus besoin d'armes, etc. Et en plus ça sentait mauvais, tu penses bien, aller faire des armes et aller les vendre dans des pays qui les utilisaient parfois au Proche-Orient ou dans des dictatures peu enviables, c'était évidemment des choses qu'on décriait. FN qui a failli passer par la case faillite, donc dans les années 90, on a été les repêcher en dernière minute, et c'est vrai que maintenant on voit que c'est devenu un groupe FN Browning avec plus d'1 milliard et que la guerre en Ukraine a redoré. La Sonaca aussi, c'est marrant, parce que la Sonaca, c'était une entreprise au départ qui était active également dans le domaine militaire, et peut-être que, je ne sais pas si tu as connu ça, mais elle a vécu des moments difficiles aussi, et ce qui l'a sauvée, c'était le fameux contrat du pré-siècle, le siècle passé, c'est le contrat des F-16, sur lequel elle a pu retrouver vigueur, et bon an, mal an, aujourd'hui,
la stratégie de son CEO Yves Delatz, c'est précisément de diversifier au maximum les activités. Donc il y aura toujours du militaire, il y a évidemment de l'aéronautique maintenant, et il y a pas mal de choses en matière de défense sur lesquelles il travaille, par exemple un avion pour les forces spéciales, ou la défense du ciel, dont on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire dans notre pays menacé par les drones. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses qui évoluent positivement, et en fait l'histoire, on a l'impression, se répète un peu, non ? Mais il est clair que là, on parle donc de deux secteurs spécifiques, hein, la défense et l'aéronautique, qui étaient historiquement deux secteurs porteurs, hein, et qui reposent sur des industries encore plus anciennes, sidérurgiques et autres. Mais oui, mais c'est en même temps un secteur du passé, mais aussi un secteur d'avenir. Voilà, les temps ont changé, comme on l'a dit, mais malheureusement en partie. Mais la défense en Belgique, juste pour vous donner quand même quelques chiffres, bon, je vais pas vous bombarder, mais le mot est bien choisi, oui. Mais c'est 5 milliards en Belgique de chiffre d'affaires, et selon les projections d'Agoria, hein, avec toute la manne financière qui va arriver du fait de s'aligner sur la norme OTAN, on envisage quand même de doubler ce chiffre d'affaires et de doubler aussi le nombre d'emplois. On arriverait à 8000 emplois directs et indirects. Alors on l'évoquait, mais le discours a complètement changé. Et donc voilà, là c'est quand même un secteur quand même qui est très porteur. J'ai envie aussi de citer l'aéronautique, hein, 1,3 milliard de chiffre d'affaires juste au niveau wallon et 7000 emplois. Donc là, on voit clairement qu'il y a deux mannes qui peuvent potentiellement, si on multiplie les investissements, en tout cas potentiellement, ça peut décoller. Et alors, oui, on le disait... Voilà un autre mot bien choisi. Je ne le fais pas exprès. Mais oui, l'histoire se répète, mais donc c'est aussi, je le disais, des industries d'avenir, parce que voilà, on pense peut-être à la FN qui fait des munitions et des fusils, hein, pour parler vulgairement, mais il y a aussi des développements technologiques assez énormes. Hein. Je ne sais pas si tu as un exemple ou l'autre de... Moi, j'avais visité la FN il n'y a pas longtemps. C'était assez intéressant, parce que tu vois, effectivement, alors il y a des chaînes de production militaires, comme on peut les imaginer, quand même robotisées pour large partie, donc déjà ça c'est impressionnant. Et alors aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent notamment, ils ont développé un partenariat avec l'Université de Liège, et ils travaillent beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais des armes qui sont pilotées en partie par l'intelligence artificielle et qui permettent d'éviter les dommages létaux, donc de tuer des gens, là en l'occurrence pour la police. Ouais, c'est ça, et donc c'est intéressant, quoi. Et c'est clair que dans la lutte anti-drone et dans tous ces domaines-là, on est dans des technologies qui sont évidemment plus du tout comparables à celles dont on parlait il y a des dizaines d'années, quoi. Oui, c'est ça. Et puis alors, tout développement technologique dans la défense, on le sait, se retrouve parfois au civil. Hein. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la Sonaca et le contrat du siècle. Il y a eu des effets multiplicateurs pour la société civile. Hein. Ça, on le sait qu'historiquement, toutes les grandes technologies du XXIe siècle ont une origine plus ou moins liée à l'industrie de la défense, je le disais. Mais donc voilà, on voit que ces anciennes industries sont en fait des industries assez nouvelles, et elles sont à côté de certains développements comme les industries des sciences de la vie, biopharma, biotechnologie, même s'il n'y a pas que des réussites de ce côté-là, mais il y a aussi le spatial du côté wallon. Mais je le disais, c'est des emplois potentiels, mais il y a aussi un certain nombre de freins. D'ailleurs, tu as entendu des CEO cette semaine à ce propos-là, je pense. J'avais participé à un colloque qui était organisé par le Centre Jean Gaulle, qui est le centre d'études du MR et le Cercle de Wallonie-Bruxelles. Mais c'est vrai qu'il y avait un paquet de CEO qui étaient là, et l'enjeu, c'était la réindustrialisation, en tout cas le point central du débat. Et c'est vrai que là, on a entendu beaucoup de choses qui montrent qu'il y a du chemin. On sait que notre compétitivité est malade par rapport à la Chine et aux États-Unis. Et donc, je vais te citer quelques expressions. Hein. Il y a l'énergie d'abord. Un Denis Dumont, CEO de Tractebel, qui disait « Tout est là, mais il est urgent qu'on décide si on veut éviter des problèmes majeurs ». Damien Ernst, le professeur à l'Université de Liège, disant même « Nous sommes face à une crise énergétique digne de la crise Covid, notamment au niveau des réseaux. Décarbonation, là aussi, il y avait des choses sur lesquelles on doit le soutenir. Tout l'aspect emploi, pénurie, mais aussi le coût du travail. Hein. François Michel, CEO de John Cochrane, on en a parlé tout à l'heure, disait pour avoir une industrie forte, il faut une économie avec des normes souples, moins de bureaucratie, un coût de travail
modéré. Chaque fois que l'on indexe les salaires, on taxe l'industrie, on la rend moins compétitive. Donc tu vois que c'est Julien Compère qui est à la tête de la FN, il était là, on en a parlé, lui il disait ok, mais il y a des métiers sur lesquels on ne forme plus en Wallonie. Donc c'est un des grands enjeux, tu vas en parler, c'est le chantier de la formation. L'intelligence artificielle, on en a parlé un peu dans le cas de l'IA, mais Laurence Mathieu de NRB qui était présente aussi disait les entreprises sont un peu démunies, elles ne savent pas toujours comment s'approprier l'intelligence artificielle, elles savent qu'il faut le faire mais sans se poser les bonnes questions. Et en Wallonie, un des problèmes c'est les PME. Je termine avec ça parce que j'aimais bien Philippe Keren qui est le CEO de Solvay, disait en fait tout ça, ça dépend que de nous. Si on veut changer les choses, il suffit qu'on le décide, nous avons les compétences nécessaires, il suffit que l'on arrête de s'infliger de la souffrance. C'est bien dit, je trouve. D'accord. Mais oui, voilà, c'est tout le côté de la réforme. En fait, on a raconté tout le côté pile et les bonnes nouvelles au début de ce podcast, mais il y a tout le côté face, c'est que si ces investissements tombe en l'air comme ça ne se traduira pas par des emplois. Alors justement, le niveau d'emploi, c'est un des plus grands défis. On en avait parlé, le podcast précédent sur la formation, sur l'enseignement, qui sont les clés évidemment de l'avenir et du futur, de la future croissance. Je me rappelle de ton schéma qui contenait énormément de centres de formation et autres acteurs qu'il faudrait sans doute rationaliser, je me souviens bien. Ouais. Ben oui, et la formation, comme tu le disais, demande, et les investissements en matière de défense, d'aéronautique et de toutes les industries de pointe dont on a parlé avant, demandent des profils très très qualifiés. Et c'est là que, comme l'évoquaient les CEO, il y a un grand problème en Wallonie, c'est qu'on ne pourra pas faire toute une économie avec du secteur non marchand et des services. À un moment, il va falloir trouver des ingénieurs et des ingénieurs de pointe pour que ça se traduise en matière d'emploi, parce que sinon on va aller les chercher à l'extérieur, ou alors ça sera juste des développements, mais pas des développements de création de beaucoup d'emplois. Voilà, pour l'instant, il y a des investissements, mais ça se traduit parfois par quelques dizaines d'emplois et on ne sait pas faire plus. Et donc ça, c'est vraiment le défi de la formation, un des défis les plus importants. Je rappelle que Frédéric Panier, CEO de ACT, l'organe qui représente le patronat en Wallonie, disait un des gros problèmes dont on ne parle pas, c'est les top talents, c'est-à-dire justement avoir des gens hyper doués et qui peuvent à la fois innover, créer et quelque part sortir du lot. Oui, non, clairement. Et puis, il y a évidemment la deuxième grande inconnue au-delà de l'emploi et du profil qui peut correspondre, comme on l'a dit, au futur métier. Évidemment, ce sont l'état des finances publiques. Comment est-ce qu'on peut avoir une politique industrielle quand les caisses sont vides ? Ça, c'est une grande question. Bon, bien sûr, il y aura la manne céleste du fédéral du fait qu'on va trouver... Et de l'Europe. Et de l'Europe, évidemment, qu'on va trouver pour atteindre les 5% de dépenses militaires au niveau de l'OTAN. Mais après, si on prend plus régionalement, au niveau wallon, voilà, les slogans ne suffiront pas. Les slogans qu'on entend à court de journée ne suffiront pas. Il y a une autre question à se poser. Est-ce que les pouvoirs publics sont nécessaires ? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer ? Est-ce que les industries ne peuvent pas se développer par elles-mêmes ? Mais alors là, sous question, est-ce qu'on ne doit pas leur faciliter la vie ? Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, à propos de... Oui, ça rejoint quelque chose que tu disais au départ. Ça va être une vraie question. FN, Sonaca, 100% public. Ok, formidable. Et derrière, on fait quoi ? Est-ce qu'elles sont destinées à rester éternellement 100% public ? La question se pose, par exemple, au niveau fédéral aussi pour Belfius, voire plus tard Proximus, Bipost. Donc c'est à un moment, est-ce que ces outils, alors a fortiori quand ils fonctionnent bien, on peut se dire c'est le moment, le public est un état stratège, pour reprendre ce mot que certains utilisent, mais en même temps c'est peut-être aussi le moment de se dire c'est maintenant qu'il faut vendre. Oui, au plus haut quoi. Ah bah oui. Parce que sinon, attendre un cas comme Proximus ou c'est l'inverse. Exactement, parce qu'on sait que Proximus, Bipost par exemple, ceux qui envisagent éventuellement de vendre, ils le font en fin de législature au niveau fédéral. Donc cette question-là, elle va se poser. Alors tu l'as dit, effectivement, le gouvernement wallon maintenant, toujours ce slogan, la Wallonie n'est pas un Mr Cash. Alors derrière le slogan, on attend parfois un peu des actes sur certains sujets, mais cette question-là, elle est centrale parce que ça veut dire comment on peut créer une économie, comme tu le disais, qui est d'abord privée essentiellement, on en a besoin, et qui fonctionne par elle-même. J'aime toujours citer, alors ça devient un peu la tarte à la crème, je suis désolé, mais Fabien Pinquet
Pinkarts, le CEO d'Odoo, il dit toujours, mais des aides, on n'en a pas besoin. En fait, foutez-nous la paix, quoi. Laissez-nous travailler sans réglementation. Et Frédéric Panier, dans un Trendstall que j'ai fait la semaine passée, il disait, mais en fait, ce qu'il faut, c'est multiplions les Fabien Pinkarts. Il en faut 10, 20, 30. Voilà. Donc, c'est ça le chemin à suivre. Donc, merveilleux, tous ces beaux exemples, FN, Sonaca et j'ajoute important, qui travaillent aussi à l'échelle européenne. Donc, ça, c'est une vraie plus-value, je pense. Et c'était un des objectifs du rapport Draghi. C'était vraiment de créer des champions européens. C'est vrai que quand on voit que le SCAF, le fameux système de combat, l'avion franco-allemand et autres, est en train de s'écraser, pour reprendre tes métaphores que tu aimes bien, parce que France-Allemagne ne s'entendent pas forcément, sont un peu paralysés, parce que Dassault, qui fonctionne bien par lui-même, se dit moi je vais tirer les marrons à moi-même. Donc on voit que dans cette dynamique-là, c'est vrai, c'est un élément important. Mais à un moment, ok, l'État stratège, il est stratège, mais c'est l'Union européenne, si elle veut, et a fortiori la Wallonie et la Belgique, s'ils veulent sortir la tête de l'eau et haute et forte face à la Chine, aux États-Unis, ça passera aussi par des champions qui sont privés. Très bien. Je te remercie, Olivier, pour ce podcast, je l'espère, en tout cas passionnant. On se retrouve la semaine prochaine. On poursuit le combat francophone. Il faut que... C'est un combat francophone aussi, de faire en sorte que le public puisse générer après des activités privées et que ça marche dans notre belle région. Merci, Olivier. À bientôt. E-facturation obligatoire ? Transformez-la en avantage. Préparez-vous avant les autres. Automatisez vos flux, c'est moins d'erreurs, plus de cash et un temps d'avance. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.